Saban Live vous présente les Kamonga Kings de Jamal Majoub chez Actes Sud. Chapitre 1. Apprendre à écrire. Ceci est l'histoire d'un groupe de musique. Un groupe qui vécut, grandit et mourut de sa belle mort. Un groupe voué à disparaître à jamais des pages des livres d'histoire. Et tel aurait été son sort si un miracle ne s'était pas produit, ramenant à la vie les Kamanga Kings. La seule religion en laquelle j'ai toujours cru, c'est la musique. J'ai été élevée dans le respect de la tradition. J'ai appris à réciter mes prières. À l'école, on écoutait un vieux prof nous rabâcher la vie et l'histoire du prophète. J'avais beau faire des efforts d'imagination, l'Arabie du 7e siècle me paraissait aussi lointaine que la planète Mars. Mon cœur me soufflait que si le paradis existait vraiment, alors les saints qui l'habitaient s'appelaient John Coltrane et Charlie Parker, Monk, Louis Armstrong et Nina Simone. Quelques guettes chez nous seraient aussi là-haut, assis à leur côté, Hassanatia et El Balabil, et bien sûr nos très chers Kamanga Kings, les plus géniaux d'entre tous. La grande musique transcende toutes les barrières. C'est mon père qui disait ça. Il disait un tas de trucs. Il se considérait un peu comme un philosophe quand il n'était pas musicien. Pour lui, une nation ressemble à un orchestre attendant l'arrivée de son chef. Quand il n'a personne pour le guider, un orchestre ne vaut pas mieux qu'un troupeau de moutons égarés et déboussolés. Au sujet du pays, il avait sûrement raison. Notre histoire tout entière se résumait à une liste d'hommes qui se prétendaient investis du droit divin de gouverner. Ceux qui n'étaient pas d'accord avaient tendance à disparaître de la circulation. Quand j'ai été en âge de commencer à poser des questions, mon père était déjà parti. Ainsi vont les choses, me direz-vous. Il vivait à une époque où la musique n'était pas seulement décriée, mais activement réprimée. Et il en a payé le prix fort. Les musiciens étaient contraints de fuir pour sauver leur peau. Ils étaient emprisonnés et torturés aux côtés de poètes et d'écrivains, d'universitaires, de journalistes. Autrement dit, toutes les personnes susceptibles d'exprimer une opinion. Les musiciens, eux, étaient indésirables, parce qu'ils avaient le pouvoir de vous remuer l'âme. Et ça faisait peur à pas mal de monde. Peut-être devrais-je vous présenter des excuses à ce stade du récit. En ouvrant ce livre, vous ne vous attendiez certainement pas à une réflexion sur la politique intérieure et l'art de gouverner. Je vous demande encore un peu de patience. C'est nouveau pour moi, cette activité d'écrivain. Ce n'est pas facile. À chaque fois que je bloque, ce qui arrive fréquemment, je me pose la question suivante. Pourquoi ce livre vaut-il la peine d'être écrit ? La réponse qui me traverse invariablement l'esprit est simple. Si je ne m'y colle pas, personne ne le fera à ma place. Les Kings étaient-ils aussi géniaux qu'on le prétend ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas sûre de connaître la définition du génie. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'époque de leur grandeur, ce qu'ils accomplissaient était extraordinaire. Et je sais aussi que lorsque nous avons reformé le groupe, il y a eu des moments où nous avons joué, mais joué vraiment, des moments où nous avons fait bouger le tissu de l'univers et produit quelque chose d'indescriptible et d'inimitable, quelque chose qui ne se répéterait pas. Ça se vivait dans le moment présent, parce que ce n'était que ça, un moment. Voilà ce que nous faisions, et c'est ce qu'on fait encore quand on donne des concerts. Ensemble, nous devenons un peu plus que la somme de nos parties. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, ça ressemble pas mal à la définition du génie. Comme la plupart des petits garçons, j'ai d'abord rêvé d'être un super-héros. Un homme doté de pouvoirs exceptionnels qui consacrerait sa vie à réparer les injustices et à sauver les gens aux quatre coins de la planète, bondissant par-dessus des gratte-ciels vertigineux, volant au secours des jolies femmes en détresse. Et comme la plupart des enfants, j'ai découvert en grandissant que ça ne marchait pas tout à fait comme ça la vie.
Au lieu de me transformer en super-héros, je suis devenu professeur. J'enseignais l'anglais et l'histoire à une bande de sagouins. Je prenais mon travail au sérieux, m'efforçais de leur insuffler un sens de l'appréciation et du respect des merveilles de ce monde et de la littérature. C'était une tâche ingrate. Pour eux, je n'étais qu'un type myope qui débitait à longueur de journée des foutaises dépourvues d'intérêt pratique. C'était une bonne école, ou en tout cas ça l'avait été autrefois. Fondée par un prêtre italien qui avait quitté son pays 150 ans plus tôt et risqué sa vie en traversant le désert à dos d'âne pour nous parler de Jésus. Mais c'est de l'histoire ancienne tout ça. Il n'aura pas réussi à tous nous convertir. Mais il aura au moins construit cet établissement qui accueille désormais des fils d'officiers subalternes et de représentants du gouvernement. Les hauts gradés envoient leurs enfants à l'étranger, dans des écoles plus huppées. Mon boulot consistait à essayer de leur faire lire David Copperfield et le conte de deux cités. Dickens était mon héros. Mais j'avais parfois du mal à expliquer ce que l'expérience d'un homme blanc et mort de l'Angleterre du XIXe siècle pouvait apporter à un gamin grandissant en Afrique au début du XXIe siècle. Le jour où je suggérais qu'il serait bon d'actualiser un peu le programme, le directeur grimaça comme si je m'étais subitement mis à parler une langue étrangère. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il après m'avoir écouté. « Que ce serait bien qu'il puisse s'identifier aux auteurs. » S'identifier ? Comment ça ? Lança-t-il en me jetant un coup d'œil méfiant. Au travers des classiques modernes, d'auteurs africains. Des auteurs africains, vraiment. Il prit un air désolé. Quoi qu'il en soit, tout ceci était très académique. La notion même de lecture était étrangère à la plupart des élèves. Les livres étaient à leurs yeux des instruments de torture imposés par un monde à l'agonie. Ils roulaient les pages, griffonnaient des commentaires obscènes dans les marges et greffaient aux illustrations moustaches et sexes surdimensionnés. J'avais parfois l'impression d'être ce vieux type qui prenait les moulins à vent pour des géants. J'avais déjà 26 ans et comme la plupart des jeunes gens de mon âge, je ne voyais aucun avenir, ni pour moi, ni pour le pays dans lequel j'habitais. À sa mort, mon père m'a laissé deux choses. Une trompette, passablement cabossée, et la légende des Kamanga Kings. Du plus loin que je me souvienne, les Kings appartenaient à un monde oublié, un monde qui m'était passé sous le nez. L'exaltation palpable de celles et ceux qui racontaient des anecdotes du passé vous faisait regretter de ne pas être né un demi-siècle plus tôt. Comme toutes les légendes, celle des Kamanga Kings tenait à la fois de la bénédiction et de la malédiction. Leurs exploits tissaient la trame de mon existence. Ils façonnaient le décor et, bien sûr, la bande-son de mon enfance. Leur musique était la seule histoire en ma possession, incrustée dans ma peau comme le tatouage bleu ornant la lèvre de ma grand-mère. Un vent chaud traverse la vieille baraque. Par la porte ouverte, je le vois chahuter la poussière dans la cour, taquiner les draps étendus sur la corde à linge. J'ai déniché cette machine à écrire sur un étal du marché. Grippée par la rouille, ses touches dardées, pareilles à des doigts décharnés, me faisaient signe au milieu d'un monceau de babioles, de scies, de marteaux et de ciseaux à bois oxydés, boîtes de clous tordues, batteries de voiture, balances en cuivre assez grandes pour peser un cheval, roues de vélo, tabourets en bois et Dieu sait quoi encore. Le vieil homme qui me l'a vendue m'a confié qu'elle avait jadis appartenu à un célèbre écrivain dont, comme par hasard, le nom lui échappait. Je marchandais sans entrain, je savais que je l'achèterais. Nous le savions tous les deux. C'était l'usage et nous nous y conformions. Allah sait combien nous avons besoin de bons écrivains en ces temps difficiles, dit-il dans un soupir en effleurant avec tendresse la housse de la machine. C'était le genre de commerçant qui aurait pu vendre du sable aux Saoudiens. Si j'avais eu un tantinet plus d'argent, j'aurais sans doute envisagé d'acquérir un ordinateur portable, mais à la minute où je posai les yeux sur cette machine, je me sentis subjugué. Il se dégageait d'elle quelque chose de noble.
Avec ses touches en acier et ses leviers chromés, elle ressemblait à un instrument de musique insolite. Gravé en arabe sur le capot, Olympia. Je n'avais pas la moindre idée de ce que cela signifiait, juste la vague image d'une montagne où languissaient les dieux et les déesses grecques. Le vieux me promit de la faire nettoyer et graisser, m'assurant qu'elle serait prête quelques jours plus tard. Il sortit même une boîte de rubans qui semblait avoir servi à envelopper une momie. « Laisse-les tremper quelques jours dans l'encre et ils seront comme neufs, » affirma-t-il. Les détails m'importaient peu. L'encre aussi. Je savais bien que j'avais à peine les moyens de m'offrir cette machine. Mais je savais aussi que je n'avais pas le choix. J'avais pour mission de raconter cette histoire, et si je l'acceptais, il fallait que je m'y attelle sur le champ. Voilà pourquoi je suis assis ici aujourd'hui, à contempler par la porte ouverte le Hoche, la cour de notre maison miroitant au soleil. Il ne me reste plus qu'à enfoncer les touches pour écrire des lettres, aligner des mots, pour construire des lignes qui deviendront des pages. Je suis incapable de me projeter au-delà, incapable de me dire qu'il y aura une fin. Tout ce que je peux faire, c'est poser mes doigts sur les touches et appuyer, une lettre à la fois. On est entrés ensemble dans le livre par la lecture. Maintenant, je vais vous raconter ce qu'il m'a laissé à moi, une fois la dernière page tournée. Ce roman est un vrai coup de cœur pour moi. Dans les Kamanga Kings, Jamal Majoub nous offre bien plus qu'un road trip musical. Il tisse un récit profondément humain, traversé par les tensions du monde contemporain. Rushdie, professeur soudanais et fils d'un musicien disparu, reforme le groupe de jazz de son père pour une tournée aux États-Unis. Ce voyage devient une quête de mémoire, d'identité et de liberté. Le roman résonne avec la situation actuelle du Soudan, marquée par la guerre civile, la censure et l'exil. Les musiciens sont recherchés par le régime et leur art devient un acte de résistance. Quand un pays chasse ses meilleurs artistes, il se retrouve avec des écoliers et des ingénieurs dépourvus d'imagination. Mais l'Amérique, loin d'être idéalisée, est décrite comme un espace paradoxal. Terre de liberté pour ceux qui fuient l'oppression, mais démocratie sur le déclin pour ceux qui y vivent. Vous êtes dans le berceau de la démocratie. Franchement, ce n'est pas l'impression qu'on a en ce moment. Ce regard critique donne au roman une profondeur politique sans jamais tomber dans le discours militant. Majoub alterne humour, la découverte des toilettes américaines, tendresse, les échanges et les liens entre les différents protagonistes, et gravité, les discussions sur la religion, la corruption et le poids du passé. Le concert final devient un hommage à ceux qu'on a oubliés, à ceux qui n'ont jamais eu cette chance. Ce roman est un appel à ne pas renoncer, à ne pas se taire, à croire encore que l'art peut dire ce que les régimes veulent taire, et que même dans le chaos, il reste des voix à entendre. Ce n'est pas seulement une fiction musicale, c'est une fresque politique, un hommage aux voix étouffées et une invitation à croire encore en la beauté, même quand tout vacille. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette lecture et mon avis sur le roman de Jamal Majoub, Les Kamanga Kings. Si vous voulez me soutenir, m'encourager à continuer, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Sabre Live, à liker, commenter. Je répondrai à tous vos messages et à très vite pour de nouvelles lectures.